Deux grands rendez-vous pour le football féminin début juillet. L'Euro 2022 aura lieu en Angleterre, la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Les matchs des féminines sont de plus en plus suivis, mais ça n'a pas toujours été le cas. Vous allez nous raconter l'histoire tumultueuse du football féminin. Hubert Artus, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste passionné de ballon rond et vous publiez donc Girl Power, 150 ans de football au féminin aux éditions Calman Lévy. Et pour nous accompagner, bonsour Lise Lauretière du service sport de TV5 Monde. Alors on va commencer par la compétition. Qui sont les favorites pour l'Euro ? Alors, à mon sens, ça n'engage que moi. Je dirais avant tout les Pays-Bas, parce que c'est les tenantes du titre. Elles jouent toujours dans des meilleurs clubs, soit français, soit allemands, soit anglais, puisque l'Angleterre va devenir vraiment le nouveau navire amiral de football des clubs européens, exactement comme ça l'a été pour le football des hommes il y a à peu près 30 ans. Je dirais 1, Pays-Bas, 2, Allemagne, parce qu'elles aussi jouent dans les meilleurs clubs d'Europe et c'est un championnat très relevé. Et allez, on va être bien. La France, même si je regrette beaucoup le choix de la sélectionneuse de ne pas avoir sélectionné Amandine Henry, ça correspond à rien, c'est une erreur à mon sens. La France, elle est en 3e. Bon, on comprend que c'est un avis personnel. Pour la CAN, Lise Laure. Alors pour la CAN aussi, un avis personnel. Le Nigeria, évidemment, avec ses multi-titres, avec en meneuse, en chef d'orchestre, Assissat Oshoala, la joueuse de Barcelone. Et puis également la gardienne qui joue au Paris FC, Chamanka Cynthia, qui a été l'une des meilleures gardiennes cette année en Division 1 Arkema. En numéro 2, je mettrai le Cameroun, plusieurs fois finaliste et qui espère cette fois l'emporter. Mais l'équipe est peut-être vieillissante, donc on va voir ce que le nouveau staff va faire. Et puis il y a l'Afrique du Sud, sur lequel je mise énormément parce que ces derniers temps, il y a un travail considérable qui a été fait par la fédération et par la capitaine emblématique de cette équipe, Janine Van Wyk, qui est vraiment la première joueuse à avoir porté le football féminin sud-africain au-delà des frontières sud-africaines. Qui a créé des académies, voilà, etc. Avec une grande dame. Vous parlez du Nigeria. Le Nigeria, on l'apprend à la lecture de votre livre. Les femmes sont plus fortes que les hommes au niveau continental. Oui, ce qui n'est pas peu dire parce que le Nigeria, l'équipe nationale masculine, est juste aussi une des plus fortes du continent. Mais disons que la compétition et les compétitivités entre le Sénégal, le Cameroun, l'Égypte, l'Algérie peut-être et le Maroc et donc le Nigeria ont été plus fortes, depuis que les compétitions continentales existent, que dans la discipline féminine. C'est pour ça que c'est vrai que le Nigeria, elles ont les 3/4 à elles toutes seules des titres continentaux. C'est un peu le Brésil du football africain mondial. Vous passez en revue plusieurs continents. On va s'attacher nous un peu plus au continent africain. Donc on parlait du Nigeria. Spécial effectivement sur les continents. Ouais. Absolument. Et les 3 périodes des féminismes et donc du football féminin. Et ce qu'on voit aussi au niveau du football africain, c'est qu'il y a de grandes disparités, mais que depuis 10 ans, il y a une vraie volonté aussi de faire changer les choses. Oui, qui tient à la fois au pays, donc aux fédérations, et aussi à la FIFA, la Fédération internationale française la Fédération internationale de football, pardon, puisque depuis 15 ans et surtout depuis 10 ans, depuis 2011-2012, depuis les Jeux Olympiques de Londres et depuis la Coupe du Monde 2011, la Fédération internationale a mis vraiment enfin la gomme sur le football au féminin. Et donc elle a obligé toutes les confédérations continentales, dont surtout l'Asie et dont surtout l'Afrique, dont surtout aussi le Proche-Orient, mais le Proche-Orient dépend de la zone asiatique, à y aller à fond. Et c'est pour ça que des pays comme le Nigeria étaient déjà convaincus, ils ont eu qu'à pousser un peu les curseurs, mais ils ont eu plus de moyens. Maintenant, il y a des femmes à pratiquement tous les postes de la Confédération africaine Et ça aide à changer les mentalités ? Bah oui, parce que du coup, ça habitue à la féminisation de toutes les décisions et à la mixité aussi des décisions. Et donc, sur le continent, ça se sent ? Il y a un engouement ? Ah oui, il y a un engouement, notamment les résultats. Alors là, les résultats, c'est probant parce que pendant très longtemps, on avait des 8-0, des 9-0. Depuis que les Africaines participent à la Coupe du Monde, on a le Cameroun 2 fois qui participe à la Coupe du Monde et qui arrive en 8e de finale, le Nigeria, l'Afrique du Sud. Et puis, on a beaucoup de joueuses aussi qui s'expatrient. Je vais prendre l'exemple, par exemple, du Togo, qui va participer pour la première fois à la Coupe d'Afrique des Nations. On a une joueuse qui s'appelle Afi Wodiku Apeafa, qui jouait à Yzeure, en Auvergne, et qui a participé à la Coupe de France contre le PSG. Ça veut dire que finalement, le sort du football africain dépend
d'autres championnats, d'autres continents, c'est ça que vous nous dites? Mais en fait, je pense que le fait que les joueuses s'expatrient, aillent à l'extérieur pour comprendre comment le football se pratique, c'est un atout. On a vu ça avec l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, on a des joueuses qui évoluent dans le monde entier. On a Linda Motello, qui a été formée d'ailleurs par Janine Van Wyk, la capitaine sud-africaine, qui évolue en Suède, qui, grâce à Vera Pauw, l'ancienne entraîneuse de l'équipe sud-africaine, qui a évolué aux États-Unis, à Houston Dash. Mais quand on va jouer aux États-Unis, on ramène un savoir-faire et ça profite aux équipes. Alors on voit que le succès est grandissant, on voit un petit peu pourquoi, hein, on se sent en filigrane. D'un petit mot, pour terminer, ce sera la conclusion. Il y a moins d'argent dans le football féminin que dans le football masculin, c'est une bonne ou c'est une mauvaise chose? Ah bah c'est forcément une mauvaise chose, on peut pas dire le contraire. Il y a moins d'argent parce que les fédérations nationales ne jouent pas encore tout à fait le jeu. Alors je prendrai l'exemple par exemple de la Fédération française de football. Depuis 2011, elle a obligé chaque club professionnel, donc Division 1 et Division Ligue 1 et Ligue 2, à se doter d'une section féminine, mais elle ne l'a pas obligé à y mettre X moyens, un minimum de moyens. Donc Lyon, Montpellier, Bordeaux, le PFC sont en avance, les autres sont en retard. Mais la professionnalisation en France, c'est pas encore ça. Il faut absolument. Donc il faut continuer encore à se battre. Merci à vous deux. Je rappelle le titre de votre livre, Girl Power, 150 ans de football au féminin. Hubert Artus, merci. Chez Kalman Levy. Chez Kalman Levy. Et merci Lise Laure. Merci Sylvia.